Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos d'un jeu qui m'a été envoyé par Free League, qui s'appelle Frontier Scum, qui est assez particulier, je sais pas si vous voyez, mais c'est deux espèces de gros morceaux de carton, et c'est un tout petit bouquin, qui est très rigolo, qui est basé, en fait, c'est un hack de Morkborg, fait par un Norvégien, enfin par un Suédois évidemment, qui propose de faire un hack de Morkborg, notamment Johan Nor qui fait une illustration dans ce livre-là. C'est un tout petit bouquin de 74 pages qui permet de faire du western acid. Donc le western acid, c'est si vous aimez bien ce genre-là, et pour citer pour citer un célèbre, un célèbre responsable de cinéma de la région rennaise, le western est probablement le genre absolu de, c'est le plus grand genre qui existe au cinéma, à ce que je crois. Donc il y a une sorte de subdivision qui est apparue avec El Topo notamment dans les années 70 par Jodorowsky, où il y a un savant mélange de LSD et de beaucoup de, disons, de culture de théâtre en tant que théâtre expérimental lui a permis de créer donc, cette espèce de western complètement déluré qui s'appelle El Topo. Et peu à peu, on a vu émerger au fur et à mesure, sur pas mal d'années, l'équivalent, comme notamment, je pense à Deadman de Jim Jarmusch, bon, Quick on the Dead, peut-être un petit peu de Sam Raimi, mais beaucoup de cette espèce de sous-genre du western où c'est pas tellement comme Deadlands, où il y a vraiment oui, enfin, il y a des monstres partout, et le fantastique, quelque part, fait partie du monde, mais où le fantastique va arriver sans qu'on s'y attende. Donc souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scénario commence. Et il se passe un truc très très bizarre au milieu du scénario, mais quand vous allez en parler autour de vous, les gens vont vous prendre pour un taré ou un superstitieux. Donc c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Donc Frontier Scum, comme le nom l'indique, on joue des ordures ou plus ou moins des gens qui ne sont pas en hauteur de sainteté avec la loi qui vit à la frontière. Ça reprend les codes du western, mais ce n'est pas exactement basé sur un monde, enfin sur vraiment la frontière du 19e siècle aux États-Unis. Donc c'est un tout petit bouquin qui est très rigolo, qui est très sympathique. Ça reste du Morkborg, donc si vous n'êtes pas du tout sensible, c'est pas la peine. C'est un hack, donc vous n'allez pas non plus. Si vous êtes vraiment un roi de la cascade et un roi du bricolage, je suis pas sûr que mécaniquement vous allez apprendre beaucoup de choses, hein. Ça reste, il y a deux trois petites règles qui sont très rigolotes, mais sinon c'est essentiellement Morkborg. Donc voilà, il y a aussi un petit site pour trouver des scénarios supplémentaires, des feuilles. Le- L'idée, c'est enfin, le monde qui vous est proposé, c'est une sorte c'est une reprise de la frontière plus ou moins grosso modo du sud-est des États-Unis, donc la région de la Floride notamment. Mais bon, c'est complètement imagé. Et vous avez une sorte de petit imprimé façon frontière, enfin façon journal de l'époque, qui vous donne avec les publicités qui vont bien des aperçus des différentes villes que vous pouvez avoir, donc notamment par exemple la Sunken Hill, c'est complètement inventé, c'est une sorte de marécage dans lequel on envoie les morts et on les enterre, enfin on les met dans le marécage, dans les sables mouvants, en lestant le cercueil, sinon il remonte à la surface. Tout est fait pour montrer ces villes complètement folles et atypiques qui, par exemple, c'est complètement, géographiquement, ça ne tient pas le sous-sens. Il y a un autre endroit où c'est complètement ravagé par la neige, avec une grande cité d'albâtre, où tous les murs blancs sont complètement nus, et il n'y a personne parce que tout est congelé. Il y a un train, évidemment, il y a différentes machines, pas mal de petites choses, et c'est plus pour vous donner un tout petit aperçu. Donc, par exemple, Seawater Oasis, c'est une oasis au milieu du désert, mais libre à vous d'inventer un petit peu tout ça. Le monde est c'est à peine 5 pages, hein, donc vous voyez vraiment, il y a la grande ville, Suckle Hill, Slack by the Sea, tout ça c'est une sorte d'océan de mer, en profondeur. Et Drake Gala Desolation, donc Didi, c'est un peu la frontière avec un grand désert qui se situe à l'est. Là, à chaque fois, vous avez des indications de voyage, donc ça c'est pour les jours à pied pour aller d'un endroit à un autre. Vous pouvez diviser par 4 en prenant le train, évidemment, puisqu'on est dans une sorte de Far West. Le jeu est extrêmement simple, hein, on reste sur du Morkborg. Vous avez la création de personnages chez 4 stats, qui sont grosso modo Grit, Slick, Wit, Lock. Donc c'est votre Grit, c'est True Grit, c'est votre endurance, c'est votre caractère forgé de personnage. Slick, c'est votre astuce, votre débrouillardise. Slick, c'est votre dextérité. Wit, c'est votre astuce, et Lock, c'est votre chance.
Le, la chance intervient, c'est assez intéressant des fois bah, quand il faut faire des jets de chance pour savoir comment ça se déroule. Est-ce que vous arrivez à esquiver notamment par exemple une balle? On va y revenir. Truc assez rigolo, c'est pour tirer les caracs. Donc vous savez, c'est du Morgborg, c'est plus ou moins basé sur bah, comme beaucoup d'OSR, sur donjon, enfin le vieux donjon. Donc les modificateurs vont de -3 à +3. Et pour les tirer, vous lancez un d 4 moins un d 4. Ce qui est assez rigolo. Le reste, c'est très classique. Vous avez vos points de vie, vous avez votre table de traits. On va revoir ça de toute façon tous ensemble parce que il y a des pages entières faites. Donc évidemment, vous jouez un salaud, donc vous devez établir sur des plages de D666 qui vous êtes, donc votre attitude, un trait caractéristique. Donc par exemple, est-ce que vous avez donc vous êtes, je sais pas, vous êtes un hors-la-loi qui a envie de pardonner et vous avez une odeur corporelle particulièrement plaisante, ou vous avez 2d6 doigts et pieds, ou j'en sais rien, vous avez un nez en cire. Vous êtes recherché mort ou vivant, donc vous tirez au D4 pour un crime avec un adjectif et une nature de crime. Donc par exemple, vous avez accidentellement laissé sur la voie publique des déchets, ou vous avez spectaculairement volé du bétail. Enfin, c'est vous qui choisissez et vous multipliez après ça par 10 pour avoir le montant de votre prime. Donc les arrière-plans. Alors, contrairement par exemple à Pirate Borg, la majorité des compétences ne sont pas définies. Donc on rappelle, quand vous lancez un jet, c'est juste sur les 4 statistiques, donc les abilities, mais vous avez un système d'avantages et défauts. C'est-à-dire que si il y a un avantage, vous lancez 2d20, vous prenez le meilleur. Si il y a un désavantage, vous en lancez 2, vous prenez le pire. Pour avoir un avantage, il y a certaines situations, mais l'essentiel c'est d'avoir une compétence qui rentre en jeu et qui peut être utile. Les compétences sont libres, par contre, elles sont plus ou moins liées. Enfin, en tout cas, leur conception est aidée par votre arrière-plan. En effet, vous avez près de 66 arrière-plans qui vont définir qui vous étiez avant de devenir un brigand. Donc ça peut être carcasse trappeur, donc un trappeur qui dépasse des carcasses, un prospecteur qui a été congelé, victime de gelure, un adjoint du shérif qui a été licencié, un médecin qui n'a pas son diplôme, un fossoyeur plus ou moins nécrophage, un voleur, un rouage dans une usine, un charlatan, un justicier masqué. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que par exemple, le justicier masqué, vous lancez un D6, le premier D6 vous dit à quel moment vous avez déployé votre compétence. Donc par exemple, en arrêtant votre premier crime, en obtenant votre pseudonyme, donc votre surnom de vengeur masqué, en vous planquant dans des allées durant la nuit, en faisant porter le chapeau à quelqu'un pour éviter le déshonneur, ou justement en jouant simplement votre identité masquée, en incarnant votre identité masquée. Et donc il n'y a pas de définition, c'est à vous de trouver un mot-clé qui correspondrait. Donc par exemple, je sais pas, arrêter votre premier crime, c'est que je suis très doué je tire très rapidement. Donc ça peut être ça, par exemple, vous écrivez une compétence sur votre feuille de perso en disant pistolero rapide. Et donc toutes les situations où le fait de dégainer rapidement peut vous aider, vous avez le droit d'utiliser un avantage. Bon, évidemment, il faut définir ça avec le MJ. Et à côté de ça, vous avez donc un petit objet qui vous est donné. Donc là, ça peut être des bombes à fumer, un bouclier, votre arme votre arme fétiche. Donc ça peut être évidemment, vous pouvez jouer comme Zoro la rapière, mais ça peut être un boomerang, ça peut être des couteaux, une base secrète, j'en sais rien. Il y a pas mal de petites choses. Et il y en a à peu près 66 avec tous les arrière-plans que vous pouvez imaginer. 66, je dis ça? Ouais, 61, ça va, c'est pas non plus déconnant. Sachant que ça, c'est une édition enrichie, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une autre édition qui était faite avec un petit peu moins de matos. Mais il y a pas de modification de règles, hein. C'est vraiment juste des arrière-plans supplémentaires, des petites choses. Donc la compétence bonus qui vous est attribuée avec encore une fois le prompt, donc le mot-clé, la petite phrase qui définit là où quand vous avez acquis votre compétence, et à côté des exemples. Donc par exemple, vous avez rencontré votre meilleur ami, compétence d'exemple, jeter des cailloux, faire des amis ou grimper aux arbres, par exemple. Et l'objet bonus, donc vous choisissez, ça peut être une sorte d'objet de soin, ça peut être une bouteille, ça peut être de l'argent supplémentaire, ça peut être un mémorabilia personnel. Et enfin, votre cheval, parce que si vous n'avez pas de cheval dans votre création de personnage, vous pouvez en voler un. Donc vous avez toute une table pour savoir qu'est-ce que vous avez volé, est-ce que c'est une mule, est-ce que c'est un âne, qu'est-ce que votre animal préfère, est-ce qu'il fume des cigarettes, c'est n'importe quoi.
Bon, les jets pour utiliser les animaux, et son pseudonyme. Ensuite, donc, grande tradition de Morkborg, vous avez du matos qui n'est lié en fait que à le sac que vous avez avec vous. Donc, essentiellement, parce que de base, vous pouvez porter que 4 objets, enfin, vous avez 4 endroits où vous pouvez porter des objets, donc dans vos poches, à votre ceinture, sur votre dos ou sur votre cheval. Et donc, ça change, enfin, c'est le maître du jeu qui détermine si oui ou non ça rentre, et puis après, c'est vous qui voyez, sachant qu'évidemment, euh, vous avez beaucoup plus vous pouvez mettre plus d'objets dans vos poches que sur votre ceinture et que sur votre dos. Donc ça c'est un peu l'idée, mais après c'est l'item slot, donc l'emplacement d'objets que vous avez doit être logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre 10 fusils dans votre poche, mais par contre vous pouvez mettre 10 types de balles différentes. On y reviendra. Le pistolet, donc le pistolet, le système est essentiellement le même. Rappelez-vous, hein, vous avez, je sais pas, peut-être une dizaine de points de vie max, hein, et vous pouvez tirer donc avec tous les fusils qui sont un peu imagés. C'est pistolet de Bosch, des Ringer, un revolver, un fusil pour tuer les rats, un repeater, donc une sorte de Winchester, un fusil à longue distance, fusil à canon scié ou fusil à pompe. Là où ça devient rigolo, c'est donc le principe des balles. Si quand vous tirez avec votre revolver ou n'importe quelle arme, si vous faites 1 sur votre jet de dégâts, vous perdez un emplacement de munitions. Vous pouvez stocker plusieurs munitions sur vous, vous pouvez en récupérer sur d'autres, mais quand vous en avez plus, vous en avez plus. La chance permet, enfin, la compétence de chance, l'attribut de chance vous permet éventuellement de trouver sur le champ de bataille des objets. Sinon, il y a différents types qui sont assez génériques de munitions. Il y a différentes aussi, il n'y a pas que des armes à feu évidemment, il y a aussi d'autres types d'armes, couteaux, fusils, fouets, enfin vous y pensez bien. Et sinon, il y a est-ce que vous tirez la main gauche, tirez la main droite, est-ce que vous êtes ambidextre. Sachant que ne pas utiliser votre main directrice peut vous causer des soucis pour essayer de tirer. Et le chapeau, donc ça c'est vraiment le truc le plus rigolo de toutes les règles, je pense. Vous avez un chapeau. Si vous avez un chapeau, quand vous prenez des dégâts, vous annoncez soit c'est le chapeau, enfin, soit vous sacrifiez votre chapeau, soit vous prenez des dégâts. Et donc en gros, vous perdez votre chapeau, il tombe comme dans Lucky Luke, ou pour quelques dollars de plus. Et à ce moment-là, après, vous faites un jet de chance. Si vous réussissez votre jet de chance, vous pouvez récupérer votre chapeau et le réutiliser. Sinon, il est complètement détruit, il faut que vous en trouviez un autre. C'est tout bête, c'est absolument génial comme règle. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc vos noms, hein, avec pas mal de petites choses. Des prénoms, des noms. Un exemple de feuille de perso. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. On reste sur du Morkborg, hein, donc les stats, vos points de vie max. Les aces, on va y revenir, qui sont en fait vos dés jokers. Vos objets, ce que vous avez dans vos poches, ce que vous avez à la ceinture, et votre cheval en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc ça, c'est les résumés de règles. Ability check, on est sur du Morkborg, vous lancez un D20, la difficulté de base est 12, il faut faire 12 ou plus pour réussir. Plus j'ai difficile, plus le difficulty rating est haut, donc après il faut faire 14, 16, 18, sinon plus c'est bas, plus c'est facile, c'est logique. Le de base c'est 12, l'avantage vous permet de lancer 2 dés, comme j'ai dit, prendre le meilleur, le désavantage vous oblige à en lancer 2 et prendre le pire. Ace in the sleeve, donc l'atout en main, c'est quand vous commencez votre session, en tant que joueur, vous avez une carte à jouer qui est votre atout. À tout moment, vous pouvez le dépenser pour relancer n'importe quel dé qui n'est pas un 1, qui n'est pas un 20. Si jamais par mégarde, si vous faites un 20 sur un jet de compétences, soit vous gagnez une compétence supplémentaire, donc une skill, donc un mot-clé, soit vous gagnez un as supplémentaire. Si jamais par contre, par mégarde, vous faites un 1 naturel sur votre jet en utilisant un as, tout le monde perd tous ses as. Donc il faut vraiment les utiliser parce que statistiquement, il y a un moment où on peut être coincé. C'est vraiment pas mal, ouais. Donc sinon, voilà, réaction des PNJ, le moral. Donc rappelez-vous, le moral, c'est 2d6. Si jamais le leader ennemi ou les points de vie tombent trop bas, ou le nombre de PNJ que vous avez en face de vous est trop bas, ils font des jets de morale, et si le moral est trop bas, ils se barrent. C'est simple, évidemment, les PNJ ne sont pas censés lancer de dés, vous faites un jet de chance si vous avez besoin, mais c'est uniquement les joueurs. Le combat, c'est là où ça devient aussi intéressant, donc c'est très classique hein, pour la mêlée, donc vous faites un jet de grid pour taper, pareil pour les attaques avec des couteaux, des fouets et compagnie, et quand c'est un ennemi qui vous attaque, vous faites le jet de la compétence, mais en opposition, c'est-à-dire que grosso modo,
Au lieu de faire un jet de grid pour attaquer, vous faites un jet de grid juste pour défendre. C'est tout. C'est très simple. Il y a une initiative à tirer à chaque round qui peut changer beaucoup de choses. Sauf dans un duel où là, potentiellement, vous avez une initiative personnelle. Parce que là, en gros, vous tirez un D6. Si vous faites 1 à 3, les ennemis jouent d'abord. Si vous faites 4 à 6, vous jouez d'abord. Sinon, faites-le individuellement si c'est vraiment nécessaire, comme pour un duel. Par contre, c'est là où c'est intéressant, c'est les pistolets. Quand vous tirez au pistolet ou que quand quelqu'un vous vise au pistolet, il touche automatiquement. Alors là, vous êtes là, genre, mais comment ça marche? Donc, l'idée, c'est que vous avez le chapeau, évidemment, pour prendre potentiellement une balle, mais aussi, le but, c'est que l'ennemi ait un tough shot. Donc, le tough shot, c'est les tirs difficiles. Le tir difficile se produit quand la visibilité est mauvaise, la cible est toute petite ou bouge ou est planquée, comme dans les films, que celui qui s'apprête à tirer est distrait, par exemple, vous pouvez être attaqué, il y a un chien qui vous mord la jambe, ou que votre pistolet, par exemple, un fusil à pompe pour viser à distance, normalement, c'est pas possible. Et inversement, un fusil au corps à corps, c'est pas terrible. Donc, c'est là où ça marche, c'est à vous de déterminer, mais concrètement, le tough shot, normalement, plus c'est difficile, plus le jet de difficulté, plus vous devez plus le jet de difficulté sur votre score de slick, donc pour tirer, ou de luck, pour esquiver, est modifié et devient difficile, ce qui est parfaitement logique. C'est évidemment au MJ de définir ça, mais je trouve que c'est un système qui est assez classieux, puisqu'en fait on s'en vient pas, si personne visité, vous êtes touché, et basta. Il y a une règle d'opposition si jamais vous battez au corps à corps, mais c'est assez simple. Le soin va très rapidement, donc après une rencontre, après une bagarre, vous récupérez un peu de points de vie. Quand vous vous couchez, vous récupérez un peu de points de vie, sachant que vous récupérez plus de points de vie si jamais vous avez soit vous pouvez manger, soit vous pouvez dormir, soit vous êtes en bonne compagnie, donc je sais pas, vous êtes dans un bar, vous êtes avec une prostituée ou autre, ça vous redonne des points de vie supplémentaires. Il y a des conditions, des malus qui sont applicables éventuellement, donc l'idée c'est que vous avez un malus qui est global, qui est miserable, donc vous êtes c'est pas exactement que vous êtes misérable, mais en fait vous êtes dans une condition qui peut être un poison, qui peut être malade, qui peut être je sais pas quoi, et qui fait que tant que la condition misérable n'a pas été gommée, vous ne pouvez pas récupérer de points de vie. Donc par exemple, si vous marchez dans le désert, vous n'avez pas bu. Tant que vous n'avez pas bu, vous serez assoiffé, et donc vous aurez cette condition qui fait que vous ne pouvez pas récupérer de points de vie. Vous êtes dans la neige, vos bottes sont crevées, donc vos pieds sont gelés, vous aurez pieds gelés, miserable entre parenthèses, pieds gelés, tant que vous ne serez pas réchauffé au coin d'un feu. C'est logique. Il y a les petits objets potentiellement qui peuvent vous aider. Autre condition rigolote, je suis bourré. Donc quand vous êtes bourré, vous inversez deux de vos caractéristiques et ça reste toujours les mêmes qui seront inversées à chaque fois que vous picolez. Et la table de mort, évidemment. Donc soit le dégât peut entraîner la mort ou non, donc attaque létale ou non. En gros, quand vous tombez, si jamais vous faites cogner, donc vous faites un drop check pour savoir si vous tombez dans les pommes, donc vous lancez votre D1, si vous faites 10 ou moins, pas vous tombez dans les pommes, sinon vous restez debout. Si le but c'est de vous blesser, là vous avez un death check, donc un jet de mort, vous lancez un D20, vous faites un 1 naturel, vous êtes mort. À ce dé-là, donc au D20, s'ajoutent tous les points de vie négatifs que vous pourriez avoir. En gros, vous êtes à un point de vie, je vous tire dessus, vous perdez 6 points de vie, donc il y en a un qui retire, vous tombez à 0, et il vous reste 5. Donc vous mettez un malus de moins 5 au jet. Donc en gros, l'idée c'est que vous lancez un D20. Si jamais vous faites 1 ou moins sur le jet, je ne parle pas de 1 naturel, mais si jamais vous faites 1 ou moins, vous êtes mort. Vous faites un naturel, vous êtes mort, mais c'est vraiment la pire faute à pas de chance. Si vous faites de 2 à 5, vous allez mourir. Ça peut être quelques jours plus tard, quelques minutes plus tard. Si vous êtes de 6 à 10, vous tombez dans les pommes et vous vous endormez. De 11 à 15, vous avez appris une leçon. Donc en gros, vous évoluez. Vos caractéristiques évoluent en positif et en négatif potentiellement. Et sinon, au-dessus, si vous arrivez à tenir. Et si vous faites un vin naturel, hop là, vous prenez votre souffle et vous repartez à la baston avec une régénération. On notera que les gènes morts, parce que quelqu'un disait ça sur le Reddit, quelqu'un a dit ouais mais c'est un jeu qui est extrêmement mortel, alors oui, et le créateur du jeu est intervenu, a dit bah oui mais en fait si vous regardez bien, déjà il y a le chapeau, mais surtout en fait les jets de mort sont assez permissifs en fait, et sont moins dangereux finalement que de prendre des dégâts quasiment. Donc ça c'est les différents types de chasses que vous pouvez avoir avec comment récupérer la nourriture, comment chasser les animaux, sur quoi vous pouvez tomber, les types d'animaux, donc les petits ça peut être
du raton laveur à l'ours. Il y a un peu de tout avec les stats qui vont bien. On vous conseille de cuire la nourriture, sinon vous ne récupérez pas ce qu'il faut. Enfin, vous gagnez une condition misérable. Les gens, vous pouvez enfin, comment les espèces de magouilles que vous pouvez faire, donc la corruption, revendre du bétail volé, j'en passe, les différents objets que vous pouvez acheter dans le General Store, les saloons, des stats de PNJ, donc avec un peu tout tout ce que vous pouvez imaginer. Sachant que tout ce qu'on vous propose, c'est des formats standards. On part du principe que le bizarre, c'est vous qui allez l'inventer et que ça devrait être exclusivement unique et pas du tout générique. Donc il n'y a pas des stats pour un fantôme, pour un vampire, pour que sais-je. Le Going on a Bender, donc ça c'est quand vous allez vous bourrer la gueule dans les bars, donc les événements aléatoires qui se passent et qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez. Donc en gros, vous pouvez gagner des objets, de l'argent et vous pouvez vous faire filouter. Et le pire du pire, si vous avez raté votre jet, c'est que vous devez de l'argent à quelqu'un, ça peut être une banque, ça peut être à la banque incorporated, donc en gros c'est l'espèce de méchante grosse corporation qui existe, ou des gangs, ou j'en passe et des meilleurs. Enfin, deuxième partie du livre, c'est l'Organ Trail, enfin Organ Rail, pardon, qui est un jeu de mots sur. C'est un peu compliqué. Il y a un jeu vidéo qui est très très connu, un jeu vidéo lié à l'éducation aux États-Unis qui est très très connu, qui date de l'époque du Commodore 64 et des très vieux ordinateurs et de l'Apple II, qui s'appelle Oregon Trail. Et Oregon Trail, donc la trace, enfin la trail, donc c'est la piste vers l'Oregon. C'était un jeu où vous incarniez des colons qui allaient, enfin pas des colons, mais des gens au début du 19e siècle qui voulaient traverser, qui partaient de la côte est et qui voulaient aller à la côte ouest pour des cieux plus cléments. Et l'idée, c'est que vous avez votre chariot, vous avez 3-4 personnes, et, enfin vos bœufs, votre nourriture, et il fallait traverser de A à Z. Au cours de cette piste, vous avez des rencontres, vous pouvez vous faire attaquer, il y avait des animaux sauvages, il fallait gérer surtout les gués. Donc quand vous passiez dans des endroits où il y avait trop d'eau pour passer avec votre chariot. Et surtout, vous pouviez tomber malade. Et le grand truc, c'est qu'il y avait la dysenterie. Et donc, il arrivait souvent que vos PNJ, vous avez 4 petits bonhommes dans votre équipe, comme un jeu de rôle. Et on disait, machin, a chopé la dysenterie, machin. Vous êtes mort de dysenterie, c'était une sorte de truc comique. Et tous les petits Américains d'une certaine génération ont plus ou moins joué à ce jeu-là. Donc, c'est un peu un gimmick. Et donc, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Organ Trail, qui est sorti aussi sur Steam. Et Organ Rail, donc voilà, c'est un jeu de mots un peu débile. C'est très simple. Vous êtes condamné à mort, on va vous amener, il y a un train de prisonniers qui vous amène au fort le plus proche pour être pendu. Et donc vous devez vous barrer avant ça. Sauf que vous êtes enchaîné à tous vos petits camarades, donc les autres PJ, et que vous ne pouvez pas sauter parce qu'il y a un désert autour et qu'il vous faut suffisamment de rations à trouver à bord du train avant de vous barrer, sinon vous n'arriverez jamais à arriver jusqu'à l'oasis pour survivre. Donc, petite exploration. Donc il y a plein de tables aléatoires. Pourquoi est-ce que ça s'appelle l'Organ Trail? Donc plusieurs raisons. Si jamais vous décidez de monter sur les toits du train, vous pouvez faire attaquer par des harpies, des espèces de vautours de sang. Et ensuite, on a une description du train à chaque fois. Donc vous commencez, il y a 10 wagons de prisonniers pour avoir des PNJ supplémentaires, enfin des PJ supplémentaires si les vôtres viennent à mourir, avec des gardes que vous pouvez potentiellement neutraliser, sachant que comme on vous dit, au début vous êtes pieds et mains liés. Vous avez quelques objets que vous avez réussi à passer sous l'œil du gardien qu'il n'a pas pris, et sinon tout est un peu protégé, donc les wagons sont bien fixés, vous pouvez pas enfin, sont bien, ouais, sont bien en fait tenus entre eux, donc vous ne pouvez pas les sortir. Donc c'est pour vous forcer un petit peu à avancer enfin, le plus en avant dans le train pour trouver la nourriture dont vous avez besoin. Il y a description de chacun des wagons, avec évidemment les baraquements des gardes, le mess, où vous pouvez trouver un petit peu de nourriture, mais la nourriture n'est pas géniale, on va dire, avec le cuisinier qui peut vous attaquer, il a un fusil évidemment derrière le comptoir, la cage où il y a des animaux, et c'est là où ça devient bizarre, c'est que vous allez retrouver un laboratoire parce qu'il y a une sorte de savant fou taxidermiste qui gère l'organe trail, qui est en train de faire des mutations et des expérimentations sur des animaux. Donc en fait, il a transformé des vautours, il a créé une harpie, il a créé toutes sortes de mutants. Donc il y a des potions que vous pouvez utiliser pour vous soigner, mais c'est un effet secondaire, c'est que vous entendez des voix. Et en fait, il y a encore une prison où des gens sont échappés. Et là, vous tombez sur le beau wagon où il y a des mutants qui rentrent et qui détruisent tout. Et donc vous avez le choix, selon le scénario, soit de vous allier aux mutants, soit de vous allier au professeur fou. Le professeur fou veut que tu tues les mutants veulent détruire le train et veulent détruire le professeur fou. À vous de faire.
Et quand vous arrivez à la fin, donc il y a un endroit où en gros, tout le monde est en train de s'entretuer. C'est un véritable cauchemar. Il y a un mur monté avec tout ce qui reste des gardes et des gens qui protègent le, euh, le wagon. Et de l'autre côté, tous les mutants que vous pouvez imaginer. Il y a un mec qui a une tête de crocodile. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et enfin, vous arrivez au niveau du tender, qui n'est pas un tender, qui est le moteur. Et le moteur, c'est juste un cœur gigantesque qui bat, poum poum, et qui va être détruit parce qu'en fait, c'est une créature mutante et il vous demande de le détruire, sachant que le méchant, l'infâme Dr. Vulchester sera sûrement là pour essayer de défendre le cœur de l'organe tueur. Et si vous êtes un peu motivé, que vous arrivez à accrocher la porte, vous pouvez arriver jusqu'à la locomotive, qui n'est pas en fait une locomotive, puisque c'est un truc de briquet de broc, mais il y a un coffre avec plein d'argent que vous pouvez peut-être potentiellement réussir à percer, et on vous donc le cœur de l'engine, et différents épilogues, comment vous pouvez dépenser les 10 000 pièces d'argent que vous allez trouver dans le coffre, si vous voulez, avec des petites finishes pour vos personnages. On finit sur des tables aléatoires, donc des différents des écranges de scénario, des opportunités, des primes, évidemment, sur des grands méchants, des gangs et autres. Ce que vous pouvez trouver dans des maisons, ce que vous pouvez trouver en fouillant des gens, ce que vous pouvez trouver dans les tombes, généralement, donc les cimetières plutôt, et des reliques étranges, comme dans Morgborg, qui peuvent vous donner des petits pouvoirs. Comme par exemple, j'aime beaucoup, il y a un faitout qui magiquement fait bouillir l'eau, sans feu, c'est rigolo. Résumé des règles avec les stats des objets, des flingues, et de l'autre côté, tous les jets à faire, les combats, comment ça marche. Et on a fait le tour. Les petits bonhommes. Alors je sais pas, je crois qu'il coûte pas très cher. Il est pas. À mon avis, c'est pas 30 balles. Enfin, je vais vérifier, je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous cherchez un hack pour faire du western, très simple, évidemment, c'est du Morgborg. Frontier Scum peut être une bonne option. Je n'ai pas lu les scénarios qui sont présents sur le site, mais je sais que c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui l'ont fait jouer plusieurs fois et après ils n'ont que des bons retours. C'est évidemment des jeux idéaux pour des one-shots. Morgborg ne se prête pas forcément à des campagnes, mais ça reste très très solide, c'est rigolo. L'iconographie, l'esthétique générale est très sympa. Comme vous voyez, c'est un petit bouquin tout bête. Je peux que. Alors ça dépend en fait. C'est-à-dire que si vous êtes déjà Morgborg, si vous êtes déjà vos hacks à vous, etc., est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Pas forcément. Si jamais vous n'avez pas acheté Morgborg et que vous en cherchez un pour faire du western, ça peut être très très bien. C'est comme, je sais pas, il y a des gens qui achèteraient Boot Hill, hein, qui font jouer Boot Hill en 2026, mais en tout cas, c'est vraiment sympathique. Si vous êtes un fan de Morgborg, bah, de toute façon, je pense que vous l'avez déjà acheté. J'ai pas à vous convaincre. Mais donc voilà, c'est un petit jeu, comme je dis, c'est 60 pages. C'est tout bête, je pense pas qu'il va être très très cher. Vous pouvez le trouver en PDF aussi, hein, si vous voulez, pour encore moins cher. C'est très sympa, ce qui est rigolo, c'est vraiment l'esthétique, hein, comme je dis. Le type, c'est vraiment casser la tête pour faire ça. Mais en tout cas, c'est rigolo. C'est vraiment un petit jeu sympa, indépendant. Ça révolutionnera pas la table. Si vous avez. C'est toujours pareil, si vous préférez faire du fantastique, achetez Morgborg. Si vous voulez faire plutôt du pirate, achetez Pirateborg. Mais si, comme moi, vous êtes un féru de western, Frontier Scum peut être un bon investissement pour changer un petit peu ou faire vraiment du quick and dirty Deadlands ou un peu votre sauce de western fantastique un peu dingo, le fameux western acide. Voilà ce que je pouvais vous dire et bah, je vous souhaite une. Encore une fois, hein, c'est une copie presse, hein, donc prenez tout ce que je dis avec un grain de sel, mais libre à vous de regarder sur internet ce qui est dit, mais au moins vous voyez à quoi ressemble le bousin et c'est déjà, j'ai envie de dire, pas trop mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Allez, salut!